de la France. Ok, on revient donc. La pause est terminée. On va finir, je crois qu'on va finir à 13h pour que vous puissiez avoir le temps. On va parler un peu, comme on a encore d'autres séances. Et donc, je parlais de la responsabilité de comment la France Et donc, au niveau de la France, on a parlé de... Face au traité de 1967, le traité, donc, dans son article 6, dit que les États sont tenus à un devoir d'autorisation et de surveillance continue plutôt des activités relevant de leur juridiction. Donc, depuis 1961, la France assume cette responsabilité via des organismes publics comme le CNES ou le CNET, ou des organismes internationaux comme l'Intelsat, le MEDSAT et l'ESA, intervenant soit directement en tant qu'opérateurs des systèmes spatiaux placés sous leur responsabilité, soit en confiant leur gestion à des exploitants industriels et commerciaux sur lesquels ils exercent leur autorité. Donc, vous voyez que toujours, il y a une autorité qui doit être exercée pour pouvoir contrôler. Et donc, la libéralisation du secteur amène à repenser la nature du lien juridique existant entre ces nouveaux opérateurs et l'État français, avec la question de la mise en place d'un système public pour autoriser et surveiller ces activités. En face donc de la Convention de 1972, tout à l'heure on parlait de 1967, 1972, la Convention parlait de quoi? C'était la Convention sur la quoi? L'accord plutôt sur quoi? Le traité de parlait de quoi? Sur le fait qu'on doit faire revenir les... Voilà, le recours le sauvetage des astronautes et puis la restitution des objets spatiaux. Voilà. Donc, cette convention pose le principe d'une responsabilité internationale de l'État pour les dommages causés par les objets spatiaux qui relèvent de sa juridiction. Le régime de responsabilité varie en fonction du lieu de réalisation du dommage. Moi, j'ai écrit dommage. La responsabilité est ainsi objective ou absolue en cas de dommage causé par un objet spatial à la surface de la Terre et aux aéronefs en vol. Dans cette hypothèse, il n'est pas nécessaire de prouver la faute de l'état de lancement. Il n'existe pas en droit international d'autres systèmes de responsabilité aussi contraignants pour les États. Donc, cette situation de sauvetage ou bien de dédommager ceux qui ont été touchés d'une quelconque manière par des ratés au niveau des activités de l'espace, c'est une grande responsabilité parce que les coûts sont énormes. Les coûts sont énormes et on a vu les implications parce que tu as collaboré seulement. S'il y a un problème ou bien parce que les ressortissants de chez toi ont collaboré, on peut t'appeler en tant qu'État. En face, donc, il appartient à l'État français de prendre la mesure de toutes les conséquences qui impliquent pour lui cette responsabilité internationale absolue dans le domaine spatial. Cette responsabilité supportée par l'État du fait d'autrui peut justifier à elle seule un encadrement juridique spécifique des activités concernées. Donc, parce que d'autres États vont venir utiliser Alliance Space, ils vont faire appel à la France pour un certain nombre de choses. La France se doit de déterminer déjà un
un cadre de règles, de lois pour que quand les situations arrivent, la France puisse dévancer ou bien puisse être en mesure de les régler. Au plan national, le décret de 1984 confie la mission interministérielle de surveillance de l'espace au commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes qui relèvent du chef d'état-major de l'armée de l'air et qui doit fournir aux autorités gouvernementales les éléments de la situation spatiale et aérienne leur permettant de prendre des décisions qui leur incombent. La responsabilité internationale de la France sur les dommages causés par les objets spatiaux oblige donc la France à plusieurs actions, dont quelques-unes sont appliquer une obligation de licence à tout lancement. Il faut une licence, il faut délivrer une licence. Prendre en considération toutes les activités spatiales nationales, y compris lorsque la France n'est pas un état de lancement, l'état de lancement initial, recenser l'ensemble des objets et débris spatiaux susceptibles d'endommager la responsabilité et d'engager plutôt la responsabilité de l'État ou celle de ses ressortissants. Ensuite, face à la Convention de 1975 qui parle d'immatriculation, bien que résultant d'un traité international assez précis, plusieurs actions sont initiées pour le bon fonctionnement du registre national français, compte tenu de l'évolution commerciale des activités spatiales. Donc, vous voyez que déjà, à son niveau, avant même d'arriver au secrétariat des Nations Unies, qui a habilité à recevoir toutes les informations de l'immatriculation de tous les objets concernant tous les États, la France même a déjà un registre pour pouvoir surveiller, pour pouvoir contrôler. Les actions donc entreprises sont nombreuses, quelques-unes sont les suivantes. L'élaboration d'un test didactique décrivant dans le détail la procédure d'immatriculation entre les diverses autorités concernées. Actuellement, le CNES joue de facto le rôle de guichet ou de coordonnateur, donc guichet unique. Définition donc de la liste des renseignements supplémentaires à fournir, détailler les procédures pour les objets lancés depuis l'étranger par des sociétés de droit français. Est-ce que vous comprenez cela? Ou par des clients français. Le lancement se fait en Chine. Donc, comme les entreprises ou clients français sont impliqués, la France, donc, se doit de détailler des procédures pour pouvoir réglementer tout ça. Et donc, ça, c'est quelques actions face aux traités internationaux. Ce n'est pas tout, hein. Vous pouvez aller compléter des recherches pour ceux qui sont les plus curieux. Ensuite, on a les conditions, les modalités d'exercice des activités spatiales en France. Et donc, si tu veux exercer des activités spatiales au niveau de la France, ou bien en tant que Français, c'est pas, tu viens ici ce soir. Tu as quoi ici? Avec eux? Non, je ne sais pas. Non, M2. M2, c'est là-bas. Mais non, mais j'ai dit non. Ah, ok. On va finir tout à l'heure à 13h. Il est quelle heure? Non, c'est pas ça va juste, c'est pas par rapport. Je te trouve au bureau tout à l'heure. Et donc, les conditions d'octroi des modalités d'exercice des activités spatiales en France, d'abord, il y a des conditions générales. Donc, autoriser une activité spatiale en France implique d'analyser donc les qualités propres du demandeur. Les qualités propres, il y a son statut, sa solvabilité, ses garanties, ses antécédents éventuels, et d'autre part, d'examiner les critères relatifs à la nature de l'activité envisagée. C'est quelle activité tu veux aller faire dans l'espace? Quelle est ta surface financière? Est-ce que tu as déjà exercé dans le domaine? Et ainsi de suite. Un certain nombre de choses.
Et donc, concernant la qualité propre du demandeur, on va parler de sa nationalité, ses garanties propres et ses antécédents. Bon, la nationalité du demandeur, de ses dirigeants, des actionnaires principaux, sous réserve des règles de non-discrimination. Donc, un groupe qui vient demander à faire des activités à partir de la France, la nationalité de tous ceux qui sont impliqués dedans. Les dirigeants, les actionnaires, parce que tu as mis ton argent à leur disposition. On a besoin de tout. Garantie propre du demandeur. Il faut s'assurer que le demandeur aura en toutes circonstances les moyens financiers, techniques et humains d'honorer ses engagements sur la durée du projet spatial. Et donc, cela va prendre en compte sa solvabilité, son statut juridique, son ancienneté. Donc, et il y a aussi les antécédents. Le non-respect, par exemple, des obligations techniques ou financières ou réglementaires au titre d'une autorisation antérieure. On t'a donné une autorisation concernant les activités spatiales avant, et puis bon, tu n'as pas respecté certaines choses et tu reviens encore pour demander. On ne va pas te prendre en considération. Ensuite, au niveau de la nature de l'activité envisagée, elle englobe donc les critères techniques, les conditions liées à la sécurité et à la défense nationale, les risques et responsabilités de l'État. Donc, si tu viens dire que moi, mon activité que je veux faire dans l'espace là, c'est pour envoyer par exemple des armes chimiques qui vont juste transiter, puisque le transit est permis. Elles vont pas te prendre en considération. C'est quand le projet va venir de l'État lui-même. Là, c'est des projets avec la politique et tout ça. Mais un individu, une société, une entreprise qui vient et qui dit, moi, c'est pour faire transiter des armes chimiques. Tu vas envoyer armes chimiques là où? En haut là-bas. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui sont à prendre en considération. Ici, donc, les critères techniques, il faut reconnaître que les activités spatiales sont des activités de haute technicité, et puis c'est complexe, coûteux et risqué. Et elles peuvent engager une responsabilité absolue de l'état de lancement. Elles doivent ainsi justifier la nécessité d'un agrément technique préalable à délivrer sous le contrôle des pouvoirs publics afin d'apprécier les risques et les revenus. Est-ce que c'est ce que je vous disais ici? Et si moi, j'ai un satellite, moi et vous, bien sûr, on va voir la France, on dit qu'il faut nous aider à lancer. Ils vont inspecter tout ce qu'il faut, peut-être pendant 5 ans. Ah, c'est moi qui dis ça. Oui, pendant un temps où ils sont sûrs qu'ils ont tout inspecté. Ce qui ne va pas, ils t'ont dit, va le faire. Et puis, tu as respecté tout ça. Avant que parce que le risque est très grand. Et il faut aussi un contrôle. Au niveau de la sécurité et la défense nationale, donc, les conditions liées à ces choses-là, donc, ces questions relèvent de la compétence du secrétariat de la défense nationale. L'exportation des systèmes spatiaux et des techniques associées est soumise à réglementation spatiale dans le cadre des procédures de la commission interministérielle. Donc, il y a des procédures, il y a des règles que l'État, c'est parce que nous, notre pays, peut-être, n'est pas encore engagé dans ces choses qu'on ne voit pas, mais ils sont engagés, ils prennent des dispositions à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ensuite, il faut être sûr des risques. Il faut faire des études préalables pour voir les risques que cette activité peut engendrer et puis situer la responsabilité de l'État. C'est pour dire que dans le pire des cas où peut-être ça détruit, c'est un exemple que je pense, ça tombe sur un pays et puis ça détruit la moitié du pays ou bien ça tombe sur ceci. Est-ce que la France a les capacités de faire face à cela? Si on pense qu'on ne peut pas ou que ton activité est trop risquée, on ne va pas te donner l'agrément. Donc, au niveau donc, des modalités d'exercice, je pense que
OK. Il y a aussi des dispositions juridiques dans le domaine des lancements. Il existe donc des accords bilatéraux entre le CNES, Arianespace et l'ESA plutôt, et les gouvernements des États pour les opérations de développement, de production, de lancement Ariane, ainsi que l'exploitation du centre spatial guyanais. Ces accords ont été révisés en 2001, parce que là, on parle maintenant de l'Europe. Ces accords ont été révisés en 2001 dans la perspective notamment d'une ouverture du centre à d'autres lanceurs qu'Ariane. Donc, il a été donc adopté en 2008. Donc, c'est ce qu'on a décrit un peu. Donc, ces lois de 2008 ont été révisées pour pouvoir être adaptées à chaque fois par rapport aux nouvelles conditions. Dispositions juridiques toujours. Au niveau, pour la phase de production Ariane, la France s'est engagée vis-à-vis des autres États européens concernés à prendre à sa charge les dommages causés par les lancements Ariane au-delà d'un plafond d'environ 60 millions d'euros, supportés par l'opérateur Arianespace qui doit, en matière d'assurance, faire son affaire d'une couverture correspondante avec ses clients. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a un problème, Arianespace, en tant que structure, société, va couvrir les dommages jusqu'à 60 millions d'euros. Si tout ce qui va venir après les 60 millions d'euros, la France prend en charge. Et donc, là, ils vont mettre en place un schéma contractuel liant la puissance publique aux opérateurs concernés. Écoutez bien ces choses. Ici, je parle de schéma contractuel. Je pense qu'il y a un groupe qui devra exposer sur le schéma contractuel, c'est-à-dire le système de contrat entre la France, entre le pays concerné en fonction du sujet et tous ceux qui veulent s'intéresser. Et puis, il y a aussi le système d'assurance. L'assurance pour les activités dans l'espace. Vous voyez que ça implique beaucoup de choses. Ça implique beaucoup de choses. Ensuite, il y a des dispositions spécifiques. Et donc, pour les services de lancement, pour le cadre interne d'accès aux services de lancement, il faut prendre en compte différentes procédures administratives, c'est normal, définir plusieurs régimes d'agrément. Donc, quand je parle de contrat, il y a des agréments qui vont entrer en compte, régime d'agrément, en prenant en considération le lanceur, l'opérateur, le pas de tir, le système de sauvetage et de contrôle, voire le client. Le niveau donc de responsabilité à partir duquel l'État prend le relais de l'opérateur est défini dans tous les cas de figure. Concernant les critères d'attribution des autorisations, en plus des dispositions générales, il faut prendre en compte la nécessité de faire valoir le respect de la priorité Ariane. Donc, c'est d'abord Ariane d'abord. C'est lorsque une activité se fait peut-être en même temps que Ariane est occupée, on va accepter. Voilà, c'est nous. Vous voyez, maintenant, quand c'est chez nous, on dit quoi? Bon. La priorité Ariane. Voilà. Et son marché et les autres engagements internationaux, nous avons cette priorité. Ensuite, il y a les dispositions spécifiques pour l'observation de la Terre. Tout ça est bien détaillé dans les ressources. Le cadre juridique donc des activités d'observation de la Terre a été élaboré au milieu des années 80. Il s'est développé en France de façon pragmatique en accompagnement du développement de la filière sport. Un rapport du groupe interministériel sur la politique de diffusion des données d'observation de la Terre à partir de l'espace, publié en 1981 sous l'égide du ministère chargé de l'espace, présentait une synthèse du cadre juridique et institutionnel de ces pratiques en vigueur dans le domaine. L'évolution technologique vers la très haute résolution et l'entrée concomitante d'opérateurs privés sur le marché conduit donc à des réflexions supplémentaires. Donc, vous voyez que
c'est des lois, des règles, des réglementations spécifiques qu'il faut prendre à chaque fois qu'il y a un changement majeur. Maintenant qu'on est dans les affaires de football, où on peut voir nous dans ta maison, mais on peut te voir coucher sur ton lit avec les données, avec les choses dans l'infrarouge et autres. Donc, vous voyez qu'il faut adapter tout ça. Allô, madame. Oui. Bonjour, madame. Moi, je viens à peine de vous prendre un coup, mais j'ai une question parce que je trouve que cette partie-là était intéressante. Très bien. Bien, en pratique, normalement, quand on fait les études, on fait le cadre législatif et réglementaire. Alors, pour le moment, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est que cela n'est pas développé. Mais dans l'expertise dans laquelle vous êtes en train de nous donner, il se peut, par exemple, qu'un client me demande de faire, par exemple, d'analyser ou bien de lui donner des images drones d'une superficie ou bien d'un champ bien donné. Dans ce cas, comment je dois procéder pour élaborer le cadre législatif et réglementaire des études menées par le drone? Pour le drone, en Côte d'Ivoire, Oui. il y a déjà un cadre qui existe. D'accord. Okay. D'abord, pour pouvoir faire voler un drone, il faut demander, je crois que c'est au ministère de la Défense, il faut l'autorisation. D'accord. Dans cette demande, on va vous donner toutes les informations qu'il faut, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que quand on a un drone volé n'importe comment comme ça, l'armée peut intervenir. Voilà, en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Okay. Donc, c'est quand vous approchez le ministère de la Défense qu'ils vont vous montrer tout ce qu'il faut et que vous allez revenir vers le client avec les informations et puis vous mettre en ordre, demander au client de se mettre en ordre par rapport à ces informations. D'accord, madame. Maintenant, le second volet. Dans le cas où on suppose, ici même chez nous, on suppose chez nous en Côte d'Ivoire, par exemple, une structure qui vient s'installer me demande, par exemple, d'acquérir des images satellitaires et puis de faire une analyse des interprétations par rapport à certains paramètres qu'il voudrait. Comment il fait pour élaborer aussi ces cadres législatifs et réglementaires? Pour le cas des images satellitaires, on n'a pas besoin de procéder à un cadre parce que l'État déjà, tous les traités dont je parle là, la plupart des traités ont été signés par la Côte d'Ivoire. Oui. Seulement que comme l'activité, nous-mêmes, en tant qu'État, on n'a pas d'activité, on n'a pas d'engin dans l'espace. Donc, par rapport aux droits qui se passent dans l'espace, on n'a pas adapté par rapport aux activités, mais par rapport aux activités d'utilisation des retombées des activités de l'espace, comme l'utilisation des GPS, des téléphonie mobile et autres, il y a des lois, il y a des réglementations que l'État a déjà élaborées. Vous voyez? Et donc, pour utiliser les images satellitaires, aucune hâte ici, on télécharge parce qu'il y a des sites de téléchargement gratuits. Mais pour le cadre, dans le cas dont vous parlez, comme c'est des études spécifiques, c'est juste, si c'est des images QuickBird assez particulières ou bien Spot que vous devez utiliser, c'est juste d'entrer en contact avec Spot pour demander telle image sur cette zone. Ça coûte combien? On peut vous dire ça coûte, c'est un exemple que je prends, 2 millions ou bien 3 millions, ou bien moi-même. Et une fois vous payez, vous avez votre image. Là, on n'a pas besoin de dispositions particulières. Mais si c'est une activité qui doit apporter atteinte à la sécurité de l'État, en ce moment-là, vous ne pouvez pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, madame. Voilà. Sinon, Merci beaucoup. ont déjà été, la Côte d'Ivoire est signataire de la plupart de ces conventions. Voilà, des conventions. Mais comme on n'a pas d'activité dans l'espace, il y a des aspects, par exemple, des discussions sur la responsabilité, comme la France le fait, parce que la France a un lanceur, mais nous, on n'a pas tout ça. Donc, l'État ne les a pas pris, mais les dispositions par rapport aux utilisations des retombées de l'espace, l'État, sinon on ne parlerait pas de cybercriminalité, parce que tout ça, ce sont des informations qu'on reçoit des satellites qui font que notre téléphone et autres la marche et que les gens peuvent arnaquer d'autres personnes sur Internet et autres. Et même les GPS, et autres, tout ça c'est réglementé.
Mais par rapport à l'utilisation des images, nous, on télécharge les images. Si on n'a pas ça en ligne, on contacte soit Landsat ou bien Aster ou bien Spot. Ils ont des sites, ils ont des trucs. Et puis bon, ils communiquent avec Aster. Au moment où je demandais des images à nous donner, c'était pratiquement gratuit. C'était pratiquement gratuit. Mais quand c'est payant, on vous donne la facture et puis le projet paye la facture. Et puis vous avez vos images. D'accord, madame. Merci bien, madame. Okay. Et donc, on continue. On parle toujours de dispositions spécifiques. Et il y a les impératifs donc, de sécurité. L'amélioration de la résolution des satellites civils d'observation de la Terre leur donne des capacités proches des systèmes militaires. Vous voyez. Elle implique donc de surveiller ce que cette activité ne mette pas en cause les nécessités de sécurité nationale et des accords internationaux de défense, ne conduisent à des utilisations illicites. Leur exploitation et celle de leurs composants est donc soumise aux règles existantes sans nécessité de cadre juridique. Donc, vous voyez que, comme je le disais, la plus haute résolution pour les satellites d'observation de la Terre les amène à tendre vers les satellites militaires qui sont assez précis. Et donc, il faut des dispositions. Et la France, dans le cas de la France, il y a des dispositions. On ne peut pas parler de tout ça ici. Voilà. Mais ils ont pris des dispositions, des lois, des réglementations, tout ça. Au titre donc du traité de 1907, l'État est responsable du respect par ses ressortissants des accords et engagements internationaux souscrits au nom de la République, en particulier les principes de 86 sur la télédétection. Le respect donc de ces principes a été jusqu'ici satisfait par les systèmes d'observation publique grâce à une obligation de catalogue d'accès aisé permettant la plus grande transparence sur les données disponibles et leurs conditions. Ce catalogue est obligatoire et étendu aux opérateurs privés du système d'observation de la Terre comme étant la meilleure voie pour satisfaire aux exigences de transparence au niveau de l'activité. Je reviens en arrière bien d'avance. Voilà. Voilà. Donc, on continue. Donc, il y a des dispositions spécifiques pour la radiocommunication et la navigation par satellite. Je parlais de ça tout à l'heure. Les réglementations en vigueur, donc, bien que très récentes, ont été adoptées avant que les questions de radiocommunication et de navigation par satellite ne se posent. Bien plus, elles se... Bien plus, elles se ressentent de la difficulté de leurs promoteurs de trancher entre deux attitudes, la particularisation du système des activités par radiocommunication spatiale et de navigation par satellite sous forme de tests spécifiques, ou bien l'assimilation de ce régime juridique à celui des autres activités de télécommunication ou de communication audiovisuelle. Donc, on est dans, c'est-à-dire que la communication telle qu'elle se faisait avant a un peu changé avec ces affaires de téléphonie mobile, toutes ces choses, mais avec des lois sur la télévision, sur la communication audiovisuelle. Donc, ils sont en train d'hésiter. Est-ce qu'ils vont à les activités actuelles? Est-ce que ces premières lois, ces premières réglementations qui ont été élaborées, qui vont régir les activités actuelles en matière de télécommunication, ou bien il faut adopter de nouvelles lois? En France, c'est la dernière approche de
spécification qui a prévalu. Donc, c'est celui d'assimiler, celui d'adopter. C'est comme si on alignait, on faisait réglementer les activités actuelles par les réglementations de la communication audiovisuelle qui existait. Voilà. Ainsi qu'on fait notre cours. Ça a été... Le cours même. Non, pas le cours. Le jeudi, on se voit. Mais vous devez, non, vous devez chercher à, je vais dire, il faut que mettre les thèmes d'exposer pour que vous commenciez à travailler dessus, parce qu'on va exposer la semaine prochaine. Ah, là, ça sera devant vous ici. Oui, oui, moi-même, je suis là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ok, donc, je vous dis merci. Donc, par rapport à